19h50, c'est l'heure de l'info sur NCI. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. La grève des chauffeurs de taxi-compteurs, celle des docteurs non recrutés, les projets de loi, autant de sujets abordés par le Conseil des ministres de ce jour. Répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'il n'existe aucun blocage à la délivrance du passeport de Charles Blé Goudet, l'ancien chef de la galaxie patriotique. Ils sont plus de 1000 docteurs à attendre leur recrutement par la fonction publique. Certains étaient dans la rue ce matin pour manifester leur mécontentement. La marche a été dispersée par la police et n'était pas autorisée selon les lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur appelle au dialogue. Vous entendrez ces précisions dans ce journal. Et puis la joie du peuple Nzima. Depuis le 24 octobre, ils ont l'occasion de se retrouver pendant la fête de l'Abissa. Après une année d'interruption, cette fête traditionnelle de réjouissance et de retrouvailles a signé son retour. Occasion pour les visiteurs et les commerçants de faire de bonnes affaires. La journée d'hier a été marquée par la première grande sortie du roi d'Nzima. Comme tous les mercredis, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui. Il a abordé plusieurs sujets et annoncé des nominations, dont celle de Konaté Isiaka, directeur des Ivoiriens de l'extérieur, en qualité de consul général de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Un autre point a retenu l'attention de Pierre Dipomelin dans ce conseil. Il s'agit de la réponse du porte-parole du gouvernement aux questions des journalistes sur la lenteur observée dans la procédure de délivrance du passeport de Charles Blé Goudet. Pour lui, il n'y a aucun obstacle à la délivrance de ce passeport. Le passeport de Charles Blé Goudet lui sera délivré selon les procédures administratives en vigueur. Aucune action du gouvernement ne bloque ou ralentit son établissement, contrairement aux informations qui circulent dans les médias, sur les réseaux sociaux et entretenues par les partisans du requérant. C'est en substance la réaction du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Absolument rien ne bloque. C'est une démarche administrative. Monsieur Charles Blé Goudet n'est pas différent de tous les citoyens. Et c'est vrai, parfois l'administration peut être lente, mais je sais que d'autres citoyens, quand on voit sur les réseaux sociaux, se sont plaints de la lenteur administrative dans la délivrance des passeports. Il y a certains, quand ils le peuvent, qui carrément font le voyage effectivement avant l'expiration, parce que c'est plus rapide ici de le faire. Mais en étant à l'étranger, il y a toute une procédure, donc qui est une démarche administrative qui est mise en œuvre. Donc j'inviterai les partisans de M. Charles Blé Goudet à de la patience. Il n'y a rien qui s'oppose. L'ancien chef de la galaxie patriotique et président du COJEP, acquitté par la Cour pénale internationale, attend la délivrance de son passeport pour regagner son pays qu'il a quitté depuis 10 ans. Ce Conseil des ministres, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a examiné plusieurs sujets d'actualité, notamment la grève des taxis et la manifestation pour non-recrutement des titulaires de doctorat. Des docteurs non recrutés étaient dans les rues ce matin pour manifester leur mécontentement. Ils ont répondu à l'appel de leur collectif à travers cette marche dispersée par la police en raison d'une absence d'autorisation. Ils voulaient protester contre leur non-recrutement à la fonction publique. Face à ces revendications, le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, fait des précisions et appelle au dialogue. Le reportage de Thiébé Dandje et Daruna Zeba. Cathédrale Abidjan-Plateau. Point de départ de la marche projetée par ces titulaires du doctorat mécontents de leur non-recrutement à la fonction publique. En face, ces agents du maintien de l'ordre. Sans autorisation de la force publique, ils sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Sur les lieux, des meneurs sont interpellés et le mouvement vite étouffé. Alors nous avons mené des recherches, nous avons nous sommes privés de sommeil, nous sommes privés de loisirs. Aujourd'hui, nous voulons travailler. Nous voulons que Monsieur le Président signe notre décret d'intégration à la fonction publique. Et c'est tout. Nous ne sommes pas là pour menacer qui que ce soit. Au ministère de tutelle, ce mouvement de rue passe mal, d'autant plus qu'une audience avait été accordée 24 heures auparavant aux membres du collectif. Quoique mécontent de n'avoir pas été entendu, professeur Adama Diawara fait bon cœur contre mauvaise fortune. Difficile de dire que leurs revendications ne sont pas fondées. Bon,
Dire ça comme ça, ce serait un peu une fuite en avant de la part du ministre. Non, je les ai écoutés brièvement, comme je l'ai dit. Je leur ai dit d'aller élaborer un document dans lequel ils vont, disons, lister tous leurs points de revendication éventuels. Et en ce moment, on va les analyser ensemble point par point. La préoccupation majeure des manifestants, leur recrutement dans les universités publiques. Sur ce point, le ministre fait des précisions et appelle à jouer la carte de la concertation et non de la belligérance. De 2011 à aujourd'hui, chaque année, on a entre 400 et 450 recrutements nouveaux. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les glissements catégoriels. Je prends par exemple le cas de cette année 2021, on a eu 450 recrutements nouveaux et 160 glissements catégoriels. Alors, ce qui nous fait 610 postes budgétaires qui ont été ouverts. Ça ne sert à rien d'aller dans la rue. Un problème est posé. Ils vont rencontrer le ministère. Nous allons discuter calmement pour voir ce qui est humainement faisable. Il ne faut pas non plus aller au-delà de ce qui est budgétairement possible. Décidé à décrisper, le ministre annonce par ailleurs la libération des manifestants interpellés et leur invitation à des pourparlers sur le sujet demain jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Parlons maintenant des réalisations du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, mais plus précisément à Abidjan. Des journalistes ont eu l'occasion de visiter certains projets, notamment le centre de e-learning de formation à distance, le centre des femmes entrepreneurs d'Atekoubé et l'école Mami Fété de Yopougon, où l'UNESCO a construit 2 classes maternelles en briques de plastique recyclé. Ces visites ont été organisées, il faut le préciser, dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies, célébré chaque 24 octobre. Le reportage de Yéli Traoré et d'Eric Kimo. C'est un médiatour que le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a initié en marge de la célébration de la Journée des Nations Unies, célébrée chaque 24 octobre. Pour l'occasion, tous les responsables des différentes agences se sont réunis autour du coordonnateur résident de l'ensemble du système en Côte d'Ivoire. Toutes les initiatives que nous mettons en œuvre, tous les projets que vous allez visiter, sont avant tout le résultat d'un partenariat avec le ministère du Plan et du Développement et au niveau plus technique avec les ministères et départements sectoriels du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce fut ensuite la visite de réalisation effectuée par les différentes agences des Nations Unies présentes dans le pays. Premier arrêt, la direction de l'Institut national de la santé publique au Plateau. Là, c'est l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a financé un centre de e-learning, de formation à distance, à hauteur d'environ 400 millions de francs CFA. Deuxième arrêt, Centre des femmes entrepreneurs d'Atekoubé, financé par ONU Femmes. Ce centre accompagne les femmes entrepreneurs à travers le coaching notamment. Nous, notre projet, on a notre projet Une femme, un hectare et on a bénéficié plus d'un coaching. C'est maintenant qu'on a rencontré l'ONU Femmes. Donc on a eu une formation la dernière fois. Elles nous ont conviés aujourd'hui à une exposition pour qu'on parle de nos produits. Le centre a pour mission d'accompagner l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, de faire la promotion des femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire, le déploiement d'un incubateur à l'endroit des jeunes filles qui ont des idées innovantes de création d'entreprises. On les accompagne jusqu'à la maturation de leur entreprise pour qu'elles deviennent de véritables femmes entrepreneurs. Troisième lieu visité, le point de débarquement de pêche de Lokojro, qui bénéficie notamment de l'assistance technique de la FAO et de financement à travers l'initiative pêche côtière visant à renforcer la gouvernance et la gestion de la pêche en Afrique de l'Ouest. En termes de coûts, l'apport de la FAO, comme je l'ai dit, c'est un projet régional. Donc il y a un budget global d'à peu près, je l'ai dit, 3 milliards de francs CFA. Et quand on fait une répartition pour les 3 pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, Capo-Verde, il revient à la Côte d'Ivoire à peu près 1 milliard de francs CFA à utiliser sur les 5 ans du projet. Dernier lieu visité, l'école Mami Fété de Yopougon. Ici, c'est l'UNESCO qui a construit 2 classes de maternelle en briques de plastique recyclé. C'est combler les gaps des salles de classe qui manquent dans la Côte d'Ivoire. On sait qu'il manque plus de 30 000 salles de classe. On a vu que c'est une façon innovante de combler ces gaps. On réutilise 5 tonnes de plastique pour chacun. Ça, c'est incroyable dans un pays dans lequel les déchets de plastique sont
trop grande. Outre le gouvernement, les Nations Unies en Côte d'Ivoire collaborent avec la société civile, le secteur privé et les autres partenaires pour apporter des réponses intégrées et efficaces aux défis de développement du pays afin de le soutenir dans l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Depuis quelques années, l'Union africaine a décidé que le mois de novembre est le mois de la jeunesse africaine. Les initiatives à l'endroit de la jeunesse se multiplient à cette période dans le monde. Dans notre pays, la célébration de ce mois a débuté par un campus dédié à l'employabilité. Près de 1000 jeunes ont renforcé leurs connaissances sur les techniques de recherche d'emploi. Les explications de Salif Yalekwe de Fulgence Kissid. La salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville, investie par ces jeunes pour la plupart en quête d'emploi. Nous sommes au campus jeune organisé par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion des Jeunes et du Service civique en collaboration avec une firme de la place. Objectif, renforcer la connaissance des jeunes sur les méthodes et techniques de recherche d'emploi. Je suis heureux d'avoir participé à ce camp jeune organisé par le groupe Nestlé qui depuis bientôt 3 ans a initié ce vaste programme qui permet de renforcer les capacités des jeunes en entrepreneuriat et surtout les guider dans leur processus de recherche d'emploi à travers un coaching sur les techniques de recherche d'emploi. Le but aujourd'hui, c'est d'échanger avec presque 2000 jeunes ici présents en présentiel, mais aussi plusieurs mille en ligne. Partager des expériences concernant l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'agri-entrepreneuriat pour encourager les jeunes à trouver des solutions pour gagner leur vie. Et c'est moi une très bonne opportunité car j'aimerais plus tard entreprendre. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai tout le nécessaire pour entreprendre, j'ai toutes les capacités. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du Mois africain de la jeunesse. Une initiative de l'Union africaine. Conférences, panels et autres échanges entre les chefs d'entreprise, responsables de cabinets de recrutement et les jeunes. La Fondation Génération Numérique veut contribuer à l'émergence d'une génération à la pointe des technologies numériques. Elle compte y arriver grâce à de nombreuses activités, au nombre desquelles un prix annuel de l'innovation numérique pour lutter contre la cybercriminalité. On en parle avec Pierre Dipomelin et Fulgence Kissid. Former une nouvelle génération de jeunes à s'approprier les potentialités des technologies numériques qui sont des catalyseurs de l'économie moderne, mais aussi les éduquer aux dangers que représentent ces plateformes digitales, sont entre autres les ambitions de la FGN, Fondation Génération Numérique. En lançant ces activités, le président de la Fondation annonce un prix de l'innovation qui va proposer des solutions technologiques contre la cybercriminalité. Il veut aussi miser sur la sensibilisation contre la cyberescroquerie qui gagne du terrain. Vous savez, 95% des cas traités par les services qui luttent contre la cybercriminalité relèvent de cyberescroquerie. C'est-à-dire que ce sont des escroqueries qui s'appuient sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc le facteur sensibilisation est très important de manière à pouvoir réduire drastiquement ce fléau. Le dernier point, c'est la création d'un prix pour l'innovation de la cybersécurité qui aura lieu chaque année. La première édition aura lieu en mai 2022 et ce prix va récompenser 3 jeunes lauréats qui apportent des solutions technologiques qui vont permettre de lutter contre la cybercriminalité. La Fondation a déjà mis à la disposition de l'orphelinat de Bajarville un centre d'initiation au numérique et compte en construire plusieurs autres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et parlons maintenant politique. Pas question pour les responsables du PIT, du MFA, de l'IPC et de LEADER de quitter le bateau du RHDP. Face à la presse aujourd'hui, ils ont réaffirmé leur loyauté et leur attachement au RHDP. Ils ont annoncé par la même occasion à leurs militants que les procédures sont en cours pour acter l'inexistence de leur ancien parti politique. Les précisions de Pierre Dipomelin et de Cheikh Bleu. 3 ans après le Congrès qui a entériné les statuts et règlements intérieurs du RHDP, parti unifié, un projet de restructuration est en cours en vue de la redynamisation du parti présidentiel. Le professeur Seka Seka Joseph, ex-président du PIT, l'ex-président de LEADER, Lansina Karamoko,
Siaka Ouattara, ex-président du MFA, et Sidibé Yacouba, ex-président de l'UPCI, ont réaffirmé leur fidélité aux idéaux du RHDP et de son président et annoncent les semaines à venir un acte qui va marquer définitivement l'inexistence de leur ancien parti politique. Au vu donc de ces résultats spectaculaires en si peu de temps obtenus, grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au projet de société et programme de gouvernement de son parti, le RHDP, et tenant compte que nous avons entériné librement et volontairement, sans calcul, au congrès constitutif de notre parti, nous responsables et militants, y compris les sympathisants, les ex-partis MFA, PIT, UPC et leaders, invitons tous les anciens militants et sympathisants de ces partis-là à s'impliquer totalement et définitivement dans l'animation des instances et des structures de base de notre nouveau parti, le RHDP unifié. Rappelons également à nos militants, sympathisants et à l'opinion nationale que la procédure pour acter l'inexistence de nos anciens partis est en cours d'exécution et que l'information sera portée à la connaissance de tous le moment venu. Pour Lassina Karamoko, cette démarche était prévue et s'inscrit dans l'ordre des choses. Pour les éventuelles dissidences, force reste à la loi, selon lui. La restructuration du parti présidentiel, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, est attendue par les militants dans un contexte de réorganisation du paysage politique. Comme annoncé en titre, après une année d'interruption, la Bissa est de retour depuis le 24 octobre. La Bissa est une fête traditionnelle de réjouissance et de retrouvailles en pays Nzima. Elle marque aussi la nouvelle année. La journée d'hier a été marquée par la première grande sortie du roi d'Nzima, mais aussi par la critique sociale qui dénonce l'État et encourage les bienfaits dans la société. La Bissa est une bonne occasion pour faire de bonnes affaires, comme nous l'expliquent Nadia Ija et Eric Kimo. Mardi 2 novembre, deuxième semaine de l'Abissa, jour sacré marquant la première sortie du roi Nzima. Le quartier France de Grand Bassam grouille de monde. Des autochtones, mais aussi des visiteurs venus de toutes parts arrivent pour l'événement. Ça peut faire 2 à 3 ans que nous venons. Ce qui me plaît, c'est la tradition. J'aime beaucoup les traditions, les manières de danser et puis de voir le roi. À quelques mètres du royaume, attend pour escorter le roi ce groupe de danseurs. Sur la place publique, la foule accueille le garant de la tradition. Tour à tour, se succèdent pour l'exécution de la danse Abissa les différents groupes sociaux composés entre autres de 2 familles sur les 7 que compte la communauté et des Comélins, ses prêtres et prêtresses garants de la cohésion sociale. C'est une fête de retrouvailles et de réjouissance sur le peuple Nzema. Déjà à cette époque, le peuple Nzema est à sa nouvelle année. La femme d'un cultivateur qui est allée en brousse, au champ, et qui a vu des génies danser la Bissa. Et cette personne n'a pas gardé. Cette personne, quand elle est venue au village, a donné la nouvelle, a expliqué aux sages. Et l'année qui a suivi, à la même date, au même moment, les gens ont célébré la fête. Et depuis lors, la Bissa est devenue pour le peuple Nzema la nouvelle année. Et pour cette première sortie du roi, le clou du spectacle, c'est la critique sociale, exécutée par les chansonniers de la communauté. Les chansonniers Abraham, ça veut dire ceux qui portent la voix du peuple au niveau de l'Assemblée quand la Bissa arrive. Ceux-là même qui disent les tares et les méfaits de tous les citoyens, même le roi.
Et après cette critique, ils ne sont passibles d'aucune poursuite. Ce qui ne va pas, on va vous dire. Et c'est en place publique. Quand on vous dit ça, vous n'avez pas le droit de vous fâcher. Si vous vous fâchez, l'année prochaine, ne vous trouve pas. Au-delà du partage des valeurs traditionnelles et ancestrales, l'Abissa, c'est aussi le moment des retrouvailles. Ici, là, quand tu viens ici, là, la première des choses, là, tes amis, tu n'as jamais vu là. Tout le monde s'est ici. C'est un lieu de rassemblement. Tout le monde est là, on s'amuse tranquillement. Pour d'autres, cette fête représente l'occasion de faire de bonnes affaires. En témoigne l'improvisation d'activités commerciales, aussi bien par des résidents que par des personnes venues de la sous-région. Je suis d'Accra au Ghana. Je suis là pour exposer mes articles à l'Abissa. J'ai commencé à vendre depuis hier et ça se passe bien dans l'ensemble. On espère que d'ici la fin de la fête, ça sera mieux. Depuis que nous sommes installés, il y a pas mal de personnes qui viennent pour mettre leurs photos sur les t-shirts. C'est vrai, au-delà de la fête, il y a aussi le business qui est là. Donc ça nous permet au moins de faire nos chiffres d'affaires. Démarré le 24 octobre, l'Abissa 2021 prendra fin le 7 novembre. La première semaine du spectacle dénommé Siedou, entendez, la partie silencieuse, est uniquement réservée au peuple Nzima pour le recueillement. Tandis que la Guazou, ouverte pour cette édition depuis le 31 octobre, représente la partie festive ouverte au grand public. Et c'est sur cette note de réjouissance culturelle que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.